d'abord, pourquoi une table ronde sur le numérique? Aujourd'hui, lors de l'AG en SIPA, l'année dernière, on avait fait une table ronde sur le maritime. Et aujourd'hui, il nous a semblé intéressant ici à Félix de faire cette table ronde sur le numérique. Alors évidemment, Lannion est leader des télécoms depuis 50 ans, ça tout le monde le sait. Et aujourd'hui, le numérique est une des filières d'excellence de la technopole. Avec, en fait, ce territoire est expert en technologie web et logicielle, avec des startups qui ont fait la une en 2014 et 2015. On en a certaines ici, on en a parlé tout à l'heure lors de l'Assemblée générale, et la presse en est fait l'écho lors des dernières, des dernières parutions, avec des entreprises qui travaillent dans les secteurs des objets connectés, du cloud, du big data, de l'internet, des applis mobiles, des tablettes, etc. Donc toutes sortes d'entreprises dans ce secteur du numérique. Avec des nouveaux marchés aussi qui sont intéressants, comme la cybersécurité, les smart cities, l'énergie également. Alors en un mot, Anticipa, c'est un écosystème qui est très riche, qui concentre à la fois des technos, des entreprises, la formation supérieure aussi, qui est présente parmi nous. Mais tout cela ne fonctionne pas complètement tout seul. C'est vrai qu'il y a aussi une politique volontariste de soutien à cette filière, avec Anticipa, bien sûr, on l'a vu, qui porte cette politique de soutien et d'accompagnement à la création et à l'innovation, mais avec également, bien sûr, le pôle imagerie réseau, avec la structure d'essaimage d'Orange, avec Alcatel-Lucent, avec le pôle de Bicom. Donc il y a deux autres points qui sont aussi très importants dans le développement de cette filière numérique. C'est une communauté numérique qui fonctionne très bien, on le verra tout à l'heure avec l'un des animateurs de cette communauté numérique. Et puis il y a des initiatives aussi, et on souhaite donner un éclairage sur ces initiatives lors de la deuxième partie de la table ronde, des initiatives en local, sur la Bretagne et à l'extérieur également. Donc, première partie de cette table ronde, je me tourne vers les responsables d'entreprise pour notre premier sujet. Alors, Lannion, le numérique, quelle est votre vision de cette filière numérique à Lannion? Quelle est la typologie des entreprises et pourquoi vous vous êtes implanté ici? Alors, je vais ouvrir le débat avec Jean-Louis Pucellaro, qui est cofondateur de Predixis. Alors, vous avez créé Predixis en juin 2013. Grâce à une technologie qui est transférée d'Orange Labs. Vous êtes spécialiste de l'analyse du comportement client. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En quoi cela consiste-t-il? Alors, bonjour à tous et à toutes. Et donc, oui, effectivement, en juillet 2013, on a créé Predixis avec Bertrand. Donc, presque 2 ans déjà. En fait, Predixis fait une chose très très simple. Elle aide les entreprises à conserver leurs clients. Conserver ses clients, ça veut dire éviter qu'ils s'en aillent, leur vendre plus et les fidéliser sur le long terme. Donc ça, c'est ce que l'on fait. Tout ça dans un environnement Big Data. Alors voilà, derrière, c'est le Big Data, c'est l'analyse prédictive, c'est le machine learning, des choses très compliquées, il y a beaucoup de technologies derrière, et c'est ça Predixis. Et alors sur ces technologies très pointues, vous êtes très peu même sur la scène mondiale? Oui, la semaine dernière, on était une des conférences sur les analyses, les API prédictives. Donc en France, on est 3. On ne fait pas exactement la même chose, mais on est 3 en France. Sur le plan mondial, il y a moins d'une 50aine d'entreprises, effectivement. Et sur vos technos très très précises, vous êtes même très peu. Sur ce que vous étiez sur la côte ouest. Voilà, notre principal concurrent vient un gros financement de la part de Google. Voilà, après il y en a 5 ou 6 au maximum dans le monde actuellement. Mais ça augmente tous les jours, c'est plutôt bon signe. Alors pourquoi cette implantation à Lannion? Qu'est-ce que vous avez trouvé à Lannion? On a été très bien accueillis. Je vois Estelle qui est là. Donc, comme Estelle nous a bien accueillis, on a décidé de créer la société à Lannion. Donc je plaisante un peu. Donc quand on est arrivé, vraiment, on n'avait pas d'idée sur là où on devait créer la société. On avait un projet très vague.
qualifierais même d'un peu fumeux avec le recul. Et on a eu tout de suite un accompagnement tous les deux primo-entrepreneurs. Vraiment le pôle Anticipa nous a aidés dans la création d'entreprises, de start-up. On a une idée et on avait vraiment très peu de choses à l'époque. Et tout au long, on a été aidés, surtout au début, parce qu'après on devient plus autonome, donc on les voit moins. Mais ça a été fondamental et on est allé très très vite, puisqu'on est arrivé fin décembre avec une idée fumeuse et en juillet on crée la société. Et un an après notre arrivée à Lannion, on levait un peu plus d'1 million auprès d'Innovacom. Donc c'est allé assez vite et on a été bien aidés. Donc tout ça en un an, un accompagnement, une structuration financière et donc levée de fonds juste avant après. Ouais, tout à fait. Très bien, donc je vais passer au deuxième témoignage, Jean-Christian Villet, qui est ici, donc, qui est directeur technique et cofondateur de Saouti. Donc toi, tu as cofondé Saouti en 2009. À une époque, on était plus sur de la vidéo, donc le pari ou le parti pris, c'était de créer une radio, une wiki radio. Pourquoi et comment est-ce que cela fonctionne? Alors, oui, donc 2009, on est des anciens, hein, je vois qu'on est déjà tout moussu. À l'époque, effectivement, et ça reste un peu vrai, la mode était plus à la vidéo. Effectivement, on a pris le parti d'aller vers l'audio. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des domaines qui restent réservés à l'audio, le truc qu'on connaît aujourd'hui et qui est en train de croître, c'est tout ce qui est autoradio et qui vient des autoradios numériques. Il y a une période où vous êtes en train de produire, vous n'allez pas regarder de la vidéo. De la même façon, en fait, en communication d'entreprise, l'audio a ses vertus, va vous permettre de faire, je dirais, des tâches de basse intensité derrière, régler vos mails, ce genre de choses. Écoutez et vous concentrez uniquement sur les passages qui vous intéressent. Vous pouvez filtrer. Donc, je veux dire, l'audio, c'est pas de la vidéo sans image, c'est vraiment quelque chose de différent. Ce sont des formats différents, c'est des compétences pour les journalistes qui sont différentes. Et on a vu qu'il y avait un manque là-dessus et on est parti sur cette option-là. Alors après, on ne fait pas nous des wiki radio, on fait la plateforme pour que les gens fassent des wiki radio avec. Alors qu'est-ce que c'est que des wiki radio? Personne ne connaît, c'est pas évident à comprendre. C'est tout simplement, en fait, vous n'avez pas besoin de logiciel ou quoi que ce soit, tout est en ligne avec votre navigateur internet. Et vous avez une maison de la radio en ligne, quoi. Vous pouvez faire une programmation de votre radio, vous pouvez faire des émissions en direct, en différé, donc on a mis un direct derrière son PC connecté. Un simple navigateur, un ordinateur, une connexion, tout ce qui est plus basique, je vais dire au débit, mais de la DSL standard. Et c'est parti, vous pouvez faire absolument tout sur une radio, et on fait pas mal de radios qui sont professionnelles avec un outil qui paraît tout simple comme ça, qui est juste un navigateur web. Une grande facilité de prise en main et des clients qui sont très divers. Ils font partie il y a des entreprises du CAC 40, il y a des médias, il y a des... Alors oui, Wiki Radio, on est un peu parti initialement dans l'idée de faire quelque chose qui soit collaboratif et pourquoi pas grand public. Dans les faits, pour des raisons principalement de revenus, parce que faire du grand public qui gagne des sous avec, c'est pas forcément évident. On a largement des clients qui sont des grands groupes. Donc du CAC 40, hein, il y a Orange qui est ici, mais on a, je sais pas, on a Renault, on a GDF Suez, on a pas mal de grands noms, Manpower, etc. Et on a des médias également. Les médias ont aujourd'hui une transition à faire pour tout ce qui est médias papier, en particulier vers le numérique. Alors ils sont également, je dirais, enfin ils sont en train de bouger, ça offre des opportunités également. Et puis on a aussi des radios qui sont pour des communautés, alors on a eu, fut un temps, Lannion, très grande agglomération pour une radio sur l'innovation qui s'appelait Newbiz. Vous avez un coup de main. Voilà, c'est ça, c'est le Pierre Etrier initialement. On a après des universités, on a l'Université européenne de Bretagne, on a la Catholique, on a le CNRS, des choses comme ça. Très bien, merci. Et je vais m'adresser maintenant à Benjamin Saume, créateur de la start-up Sushi. Alors, Benjamin se définit lui-même comme un passionné des technos web et mobiles. Alors, Sushi, c'est 7 personnes aujourd'hui. Et c'est une société, c'est un studio de développement de jeux vidéo avec des belles réussites. Hein. Il y a la vidéo publicitaire d'Oasis. Oui, il y a aussi un jeu, Goetia, qui est en lancement, qui fonctionne bien. Ouais. Oui, non, enfin, Sushi a une histoire un peu particulière parce que j'ai créé en Normandie en 2010 et qu'en 2011, donc après 2 ans d'activité, j'ai eu envie
envie de découvrir une autre région, peut-être avec un écosystème un peu plus favorable. Et donc, j'ai déplacé la société à Lannion, après avoir cherché parmi d'autres régions, mais la ville a clairement joué un rôle important pour faire venir la société. Et puis je pense que le pari est réussi, puisque de tout seul, j'ai rencontré après donc Samuel, qui est devenu mon associé en 2013, et là, la société a bien trouvé son créneau, a bien marché, et on est passé de 2 à 7 en un an et demi, donc on est en train de réussir quelque chose qui ressemble à ce que je voulais faire en tout cas. Et donc avec ce jeu là qui commence à avoir une bonne visibilité mondiale, ce jeu Goetia. Oui, parce que donc, nous ce qu'on fait, c'est, je suis presque plus passionné de jeux vidéo en réalité que d'être mobile et de la technologie, mais donc on a un studio de jeux et on a une partie prestation, donc on fait des jeux effectivement pour Oasis, Red Bull, la Française des Jeux, Orange, etc. Et puis on a nos projets internes donc, qui sont en train de commencer à très bien marcher, avec des sorties prévues pour début 2016 je pense. Voilà, c'est deux activités différentes mais complémentaires en même temps. Et donc des contacts avec un éditeur japonais, le 3e mondial. Oui, c'est vrai que le premier jeu a été repéré par Square Enix, qui est le 3e éditeur mondial, et qui nous soutient depuis 1 an et demi dans le cadre d'une plateforme de soutien aux petits studios de jeux vidéo. Donc c'est une belle reconnaissance aussi. Et voilà, je pense que tout ça est fait à Lannion. Ça a aussi entraîné un peu une dynamique, parce qu'il y a un deuxième studio de jeux vidéo qui est venu s'installer à Lannion aussi avec 5 personnes. Voilà, j'espère que c'est le début de quelque chose d'un peu plus grand au fur et à mesure. Quoi. Et donc à Lannion, un creuset pour ses développeurs, un bel environnement, donc c'est pour ça que... Oui, je pense qu'il y a clairement un environnement technologique qui est intéressant, il y a des particularités pour une ville de cette taille-là qui sont aussi intéressantes. Et donc il y a tout pour créer une société dans le développement logiciel qui est en croissance, ça sans aucun doute. Il ne reste plus qu'à convaincre en fait, les porteurs de projet. C'est parfait, et je crois que c'est le cas de Sauti. Jean-Christian, est-ce que c'est la même chose que Sauti a trouvé ici, c'est-à-dire des développeurs, des ingénieurs, des profils intéressants pour... Alors, tout à fait. En 2 mots, en fait, on a ici un équilibre. Pour effectivement un petit écosystème économique, on a un équilibre qui est très intéressant déjà entre les compétences effectivement qu'on a trouvées, le tissu, il y a plein de boîtes, on se connaît pas mal dans le niveau éthique. Donc le tissu économique et le niveau technique, il y a beaucoup de choses très intéressantes et des innovations très intéressantes. Et on a en parallèle également une qualité de vie qui est précieuse. Bon, en ce qui concerne Sauti, les dés sont un peu pipés puisque Sauti c'est issu d'un essaimage France Télécom. On était 3 sur les 4 cofondateurs à être ici à Orange Labs. À l'époque, c'était R&D. Donc évidemment, quand on se lance dans une aventure comme ça, on évite de multiplier les aventures et la stabilité de l'emploi du conjoint, c'est quelque chose d'important. Donc c'était assez logique qu'on s'installe ici. Mais on a été d'abord le projet a vraiment été très bien soutenu par la ville pour que ça nous a aidé à franchir le pas. Et puis, même si ça paraît un peu circonstanciel, propre à Sauti, le fait qu'effectivement il y ait ces entreprises que sont en l'occurrence Orange dans notre cas, mais qui peut être aussi le cas pour Alcatel, qui sont là, ça alimente énormément évidemment et en compétences et en opportunités le tissu. Donc on en est issu nous-mêmes assez logiquement. On voit déjà cette filière qui se dessine, c'est-à-dire qu'il y a la formation supérieure, donc il y a des ingénieurs qui sont formés, il y a également des jeunes qui sont formés à l'IUT, ensuite il y a des entreprises, il y a une cellule d'essaimage, il y a un soutien, donc tout ça, ça fonctionne bien, il y a une émulsion qui prend, et les entreprises, du coup, restent aussi à la ligne. Ouais, alors, très concrètement, chez nous, on doit avoir quelque chose comme 4 anciens DNSAT, directement, et puis effectivement après, il y a des gens qui sont passés dans le cadre de stage, en particulier aussi par l'UT, effectivement ce milieu-là joue. Alors il dépasse un peu plus loin, on a eu pas mal aussi de partenariats avec Télécom Bretagne par exemple. Alors vous êtes à Lannion évidemment, vous avez 9 personnes en Bretagne, mais vous en avez 5 à Paris. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, on va parler maintenant du revers de la médaille, qui a quand même une bonne face. Effectivement, au niveau et technique et encadrement, et qualité de vie, on a quelque chose d'idéal ici. Après, on est dans un pays qui reste assez jacobin et très centralisé. Nous, on a en plus, on a quelques clients bretons, mais on a essentiellement des grands groupes et donc la présence parisienne pour le niveau commercial, mais je reviendrai sûrement après.
et a été tout à fait fondamentale. De la même façon, en fait, on a pas mal de... Donc, on a un départ qui est technologique, on construit une plateforme. À partir du moment où ça a pris, on s'est aperçu qu'il fallait, même si on faisait quelque chose de très simple, eh bien, donner au moyen à nos clients d'utiliser ça. Donc, on s'est, je dirais, penché, on a une partie qui est production des contenus, donc des journalistes audio, et on produit des contenus comme ça. Et de la même façon, cette branche-là, il a fallu la mettre à Paris, puisque nos clients sont principalement à Paris. Donc, le second pôle axe vraiment de développement, c'était par essence Paris pour la partie commerciale et production de contenu. C'est une belle complémentarité, en fait, Lannion pour le développement, Paris pour tout ce qui est marketing et commercial. Et je crois qu'on a un tout petit peu la même configuration chez Predixis. Hein, voilà, je sens Jean-Louis voit qu'on le montre du doigt. C'est un peu ça, donc double localisation sur Lannion, 17 personnes je crois, et 4 personnes à Paris. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, alors nous, le marché est assez simple, c'est-à-dire que 75% de nos clients potentiels sont aux États-Unis uniquement. Bien, 25% pour le reste du monde, et on regarde en France, sur certains clients, on n'en a pas plus d'une dizaine. Donc, Paris, oui, parce qu'il faut être près de ces clients-là, et qui sont à Paris, en France, mais nous, l'axe du développement va être vers les États-Unis. De toute façon, on ne peut pas réussir sans être aux États-Unis pour ce que l'on fait nous, parce que le marché est en avance, donc l'adoption de nos technos est plus en avance là-bas, donc on est obligé de viser, on a signé là, ce mois-ci notre premier grand client américain qui par effet de lui nous ouvre des portes en France en fait. Donc, on est à Paris, oui, mais on devrait plutôt être à Londres ou mieux aux États-Unis. D'accord, donc Paris, bon tremplin pour les entreprises du numérique de la Technopole pour pouvoir diffuser en national et en international. Et donc vos perspectives sont actuellement, je crois que vous étiez peu disponible actuellement parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer chez vous. On est en train de préparer notre deuxième levée de fonds, donc avec des clients, enfin, etc. Sans nulle part, hein, dans les startups, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. On prévoit effectivement de lever auprès de fonds européens, principalement. Donc on a démarré cette levée qui devrait s'achever en fin d'année, début d'année prochaine, pour justement se développer aux États-Unis et en commercial. Parce que ce qui est dit à Lannion, hein, il y a un bon terreau en termes d'ingénieurs que l'on forme nous, donc c'est coûteux, c'est long, mais ils sont stables. Ça c'est fondamental parce que quand on commence à créer une équipe qui prend un peu de temps, hein, et un an avant de bien d'être à niveau, on n'a pas envie que ces gens-là qui vont être recherchés, parce qu'on voit, on a un ingénieur à Paris, il a plein d'offres d'emploi, à la nuit ils sont beaucoup plus stables. Alors qu'ils sont aussi bons, mais le fait que, bon, si vous les payez correctement et ils se plaisent, ils s'éclatent dans le boulot, ils restent à Lyon, ils ne vont pas aller chercher 3-4 kilos de plus, alors que Paris sont très sollicités. Donc ça c'est très important, mais il y a des compétences qu'on ne trouve pas à Lyon, c'est normal, hein, et donc il faut savoir les sourcer ailleurs. Donc nous, notre CTO, il est entre Lannion et Bordeaux, nous on est entre Lannion et Paris. Enfin voilà, il faut être aussi être capable de se projeter dans des organisations qui vont être presque mondiales, alors qu'on est une toute petite organisation. Et tout de suite, il faut viser l'international d'autant plus. Merci, et je vais revenir à Benjamin Saume, qui est dirigeant d'entreprise, mais qui anime aussi une communauté numérique. Donc Benjamin, toi tu aimes partager tes passions, et tu es dans plein d'initiatives. Hein. Donc par exemple, tu étais dans le premier Startup Weekend de Bretagne à Lannion, puis dans le deuxième aussi. Le premier en tant que participant, et du coup on a repris l'organisation sur le deuxième, effectivement. Avec des beaux projets qui sont nés, des étudiants lagnonnais qui ont créé, alors il y a des projets dont on retient les noms. Il y a eu des réussites, surtout sur la première édition, mais oui, il y a Zéro Gâchis qui existe toujours aujourd'hui, Octopus qui était une plateforme de crowdfunding qui a été rachetée par Ulule, il y en a d'autres certainement, je ne me souviens plus, mais oui, il y en a plusieurs qui ont marché, qui sont devenus des vraies sociétés. Donc ça a bien fonctionné, et tu fais partie aussi du bureau de Côte d'Armor. Oui, donc Côte d'Armor qui est l'association qui a été créée par Samuel, mon associé, lorsqu'il était encore chez Orange, et qui est une association qui veut animer la communauté de développeurs à Lannion. Donc c'est une réunion mensuelle en fait qui s'adresse à tous les développeurs de Lannion.
pour parler technologie et puis pour échanger après de manière informelle après la réunion. Donc ça a été monté il y a 2 ans et demi, il y a 2 ans et demi, et c'est devenu une association qui a une taille intéressante. C'est devenu aussi un Google Developer Group, donc on est soutenu par Google, qui invite tous les ans à San Francisco un membre du bureau. Donc nous avons été il y a 2 ans avec Samuel, et l'année dernière c'est un autre membre du bureau, cette année on en a encore un. Et donc voilà, demain il y a une retransmission de la conférence Google annuelle dans les bureaux d'Antipa. Et donc c'est demain. Voilà, c'est demain. Prochain rendez-vous demain. Prochain rendez-vous demain, et c'est toujours très intéressant. C'est une association qui regroupe une quarantaine de personnes tous les mois, donc sur une ville de 20 000 habitants, c'est vraiment pas mal. On monte jusqu'à 75 participants aux réunions. Voilà, et ça aussi c'est une particularité de l'Agnon, parce que sur une ville de cette taille-là, c'est pas ce qu'on voit d'habitude. Et au niveau des groupes qui existent, je crois qu'il y en a plus de 200 au niveau mondial, vous êtes dans le top 3 ou 4. Je sais qu'il y a 2 ans, on a été 3e français, donc devant des villes comme Toulouse, comme Bordeaux, etc. C'est quand même aussi assez anecdotique. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop le classement, mais ça reste un gros groupe de développeurs, surtout vis-à-vis de la taille de la ville. Donc, côté assez atypique de l'Agnon, c'est vrai, petite ville quand même, on n'est pas une métropole, et on le verra tout à l'heure. On n'est pas une métropole, mais on a quand même au niveau numérique une filière très très importante, ça bouge énormément, une communauté donc, qui fonctionne bien, qui se réunit, un écosystème aussi. Donc on l'a vu lors de cette première partie de la table ronde, et on va passer maintenant à la deuxième. Il y a peut-être des réactions dans la salle, je ne sais pas, un dirigeant d'entreprise numérique qui a envie d'ajouter quelque chose. Si je peux me permettre. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est qu'en fait, nous, on n'est pas les Lyonnais avec Bertrand. Avec Bertrand, on est venu ici, on aurait pu aller ailleurs. Ce qui était vraiment important, c'est l'articulation du pôle avec les autres acteurs, donc le pôle Images Réseau et la BPI. C'est ça qui fait la force, en fait, parce que quand le premier bootstrap a été donné par le pôle, directement, le pôle nous a mis en relation avec le pôle Anticipa, avec le pôle Images et Réseau, puis avec la BPI, qui est un de nos gros bailleurs de fonds. Une start-up, de toute façon, ça perd de l'argent. Il faut des personnes qui comprennent ce genre de business model. Et il y a une très bonne intelligence entre les acteurs qui fait que les dossiers se passent et on n'a pas à chaque fois à refaire tout le travail. Donc maintenant on travaille moins avec le pôle Anticipa, c'est normal, plus grand, et on travaille beaucoup avec la BPI et on est soutenu. Donc ça c'est très très important parce que si c'est en isolation, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a aussi Brest qui est présent, avec qui on travaille un peu moins, mais on pense qu'on va travailler avec eux. Ça c'est très important, la région Bretagne, c'est aussi des grandes écoles d'ingénieurs, un tissu économique important et solidaire. Quand on n'est pas breton, on ne le comprend pas. Quand on arrive ici, on est tout de suite intégré et ça va très très vite. On a essayé de créer à Paris et à Paris c'est très compliqué parce que voilà, finalement, il y a tellement de demandes. Vous faites une boîte de 20 personnes, finalement. On se connaît moins, tandis voilà. qu'ici, Il y a déjà 3 en votre projet. Là, il y a la bande, et puis tout le monde travaille ensemble, c'est vrai. On le dit, on le redit, mais c'est vrai, et Jean-Christian nous le disait encore l'autre jour quand on préparait la table ronde, c'est vrai qu'il y a une véritable solidarité entre les chefs d'entreprise, on va le voir avec Karim tout à l'heure aussi. Ça fonctionne bien, c'est vrai que pour l'instant ça fonctionne bien et il faut continuer sur cette lancée. Alors, donc on va passer à la deuxième partie de cette table ronde. Alors on a souhaité, lors de cette deuxième partie, vous présenter 3 initiatives avec 3 acteurs bretons. Je vais commencer par le projet Passion, qui est porté par Anticipa et donc par Hervé Le Guillou. Alors Hervé, tu portes ce projet. Quel constat de départ a été fait avant d'imaginer ce projet En fait, ça a déjà été largement illustré dans la première partie, mais simplement pour le redire, l'Agnon, en fait, on a travaillé, c'était à partir de fin 2012, on a pris un petit peu de recul et on a regardé les 10 dernières années d'activité de la Technopole et de la plateforme, et on a essayé de faire un petit peu de statistiques, et on a vu qu'on avait un taux de pérennité des entreprises accompagnées qui était excellent, voire très bon. On est de l'ordre de 90% quand même au bout de 10 ans, des entreprises accompagnées toujours en vie. Par contre,
force était de constater qu'on savait faire des sociétés de 10-15 personnes, mais qu'on avait beaucoup de mal à faire des sociétés qui passaient un cap supérieur et qui passaient à 20, 30, 40, 50, 60 emplois. Donc on a essayé d'évaluer de notre point de vue quelles étaient nos lacunes ou les lacunes du territoire. Voilà. Donc évidemment on a des ingénieurs, fut un temps on était dans l'endroit de France où il y avait plus de polytechniciens au mètre carré. Bon, ce temps est révolu, mais voilà, on a toujours un terreau très fertile en termes d'ingénieurs, de doctorants, de docteurs. Donc là-dessus, le savoir-faire technologique et technique des entreprises qui sont à Lyon n'est pas à démontrer. Par contre, et c'est un peu le revers de la médaille, on n'a pas de business school ici, on n'a pas de formation supérieure en management, en commerce, en marketing, en communication. Et donc très vite, on s'est aperçu que c'était ça. En communication quand même à l'UT, je pense. Oui, un petit peu. Mais pas. Oui, merci. Mais par contre, voilà, c'était le premier constat. Et le deuxième, c'est que Lannion, ça reste au Nord-Bretagne, et le Nord-Bretagne, c'est pas là où se trouvent les plus grands centres de décision. Donc voilà, très vite, c'est forgé à l'idée de créer une excroissance territoriale de Lannion à Paris. Puisque c'est un peu comme ça qu'on le décide, c'est vraiment le Trégor là en haut dans le nord, et puis de la Bretagne, et puis une flèche directe avec un petit territoire, et j'espère bientôt un petit réseau lagnonnais à Paris. Donc c'était la volonté de passion. Et donc avec un soutien très concret qui va consister en à la fois des locaux, ouais. Des locaux donc dans le village. Voilà, donc d'abord une présence, un lieu, une adresse. Donc on a travaillé avec la Fédération nationale du Crédit Agricole qui nous a ouvert ses portes et, dans son village de l'innovation, rue de la Boétie. On aurait pu trouver pire comme rue à Paris pour que nos startups de à peine un an puissent s'implanter à Paris et recevoir leurs premiers clients. Là où ça outille assez, pardon. Là où ça outille, Voxygène aussi, ont leurs locaux. Une adresse prestigieuse qui permet d'aborder les clients, d'avoir des rendez-vous au plus haut niveau. Et puis surtout, et aussi, je dirais, un accompagnement sur le savoir-faire commercial et marketing et communication, avec donc une équipe de coachs qui vont être là pour inculquer, aider les entreprises à acquérir cette culture business et aller le plus rapidement possible au chiffre d'affaires. Donc c'est ce qui est unique dans ce dispositif, c'est à la fois les locaux, le soutien à Paris, tout en continuant l'accompagnement à Lannion. Voilà, évidemment, donc on a été soutenu dès le départ par Lannion Trégor Communauté, et puis évidemment par les autres collectivités locales, mais l'idée était vraiment de créer de l'emploi sur Lannion et pas d'aller créer de l'emploi à Paris, ils ont pas besoin de nous pour le faire. Donc il y a quelques années, on avait essayé simplement l'axe locaux, ça n'avait pas fonctionné. Là, avec l'axe locaux plus management opérationnel, fait de Paris que ça va fonctionner. On est très original et je pense même qu'on est les seuls à avoir cet accompagnement bilocalisé, parce que vous l'avez entendu, la DIT sait faire l'accompagnement à la création, l'accompagnement technologique. Maintenant, la DIT, avec passion, saura faire l'accompagnement business à Paris. Donc franchement, on met le territoire en avant et en concurrence par rapport à d'autres territoires nationaux. C'est vraiment un outil de développement de notre territoire et de développement des entreprises. D'accord, très bien. Et puis un outil aussi qu'on va pouvoir ouvrir au reste de la Bretagne dans un deuxième temps. Je pense qu'il y a une expérimentation à partir de Lannion, et après on va pouvoir ouvrir parce qu'on sait partager en Bretagne. Oui. Et alors je vais d'ailleurs m'adresser à Eric Van den Broek, qui est donc directeur de Brest-Héroise, pour le projet Brest Tech Plus. Alors là, on n'est plus sur l'axe Lannion-Paris, on est à Brest, avec Brest Métropole qui souhaite obtenir le label French Tech, et Brest Métropole qui, pour donner plus de poids à son dossier, a élargi son territoire et s'est appuyé à ce qu'on pourrait appeler la dorsale Lannion, Morlaix, Brest-Quimper. C'est ça, et donc Eric, quel est en quelques mots, qu'est-ce que c'est que French Tech? Qu'est-ce que ça va apporter? Alors, peut-être, moi, je pense que tout le monde a dû entendre parler de l'initiative French Tech qui a été lancée par le gouvernement français il y a un peu plus d'un an, après que
il y a un certain nombre de rapports sur l'économie numérique qui étaient produits par le ministère de l'Industrie. Et donc en fait cette initiative vise à labelliser donc un certain nombre de territoires en France, donc autour de métropoles en fait, territoires qui donc reflètent des écosystèmes dynamiques dans le champ de l'économie numérique et qui soient des territoires favorables à l'émergence d'entreprises du numérique et à leur développement. Un appel à candidature en fait qui a été posé, donc adressé aux métropoles, et donc Brest a candidaté avec certes quelques temps de retard sur quelques autres métropoles qui avaient déjà commencé à fournir leur candidature. Et dans cette candidature brestoise, donc sur un cahier des charges entre guillemets métropolitain, nous avions déjà, dès la version 1 qui a été remise à la mission French Tech, fait référence au souhait d'une extension vers l'Agnon. Et qu'est-ce qu'a apporté l'Agnon, justement, quel est l'apport de l'Agnon à Brest? Alors en fait, premièrement, on a exprimé ce souhait, et l'audit qui a été fait de notre candidature nous a conforté et encouragé à aller dans cette direction, et donc on s'est effectivement, on va donc rédiger une deuxième version, qui est le processus normal dans la labellisation des métropoles French Tech, et donc on a travaillé avec la DIC, notamment, Antipa, et l'Agnon Trégor Communauté pour avoir ce dossier révisé, Brest Tech Plus, associant, comme vous l'avez fait remarquer également, Morlaix et Quimper. Et donc l'apport de l'Agnon, c'est ce dont vous avez témoigné, c'est-à-dire un écosystème qui a fait ses preuves en matière de création d'entreprises innovantes dans le secteur du numérique. C'est quelques pépites que vous illustrez aujourd'hui, qui sont sous les feux des projecteurs. C'est cette dynamique que vous incarnez, qu'on retrouve dans les projets comme Passion. C'est aussi en termes quantitatifs des emplois et des entreprises, parce qu'une candidature de métropole French Tech, c'est aussi du quantitatif. Il faut pouvoir démontrer qu'en nombre, il y a un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'emplois concernés par le numérique. Et donc, ça a aussi apporté, je dirais, un plus considérable à la candidature qui a été déposée donc en janvier, cette fois la V2, sur lequel nous attendons donc, je dirais, on l'espère, cette labellisation pour en juin. Et en fait, cet apport de l'Agnon vient concrétiser aussi des liens qui existent et une belle complémentarité entre Brest, qui a peut-être plus ce côté maritime, et puis l'Agnon plus ce côté numérique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les grandes lignes, quand il s'agit effectivement d'apposer des spécificités territoriales, l'Agnon est très franchement numérique. Brest a une connotation, enfin plus qu'une connotation d'ailleurs maritime qui s'impose. Pour autant, effectivement, le numérique existe aussi à Brest de manière significative, sous des formes assez différentes de l'Agnon, mais très complémentaires. Et en fait, constitue la charpente un peu du dossier Brest Tech Plus, c'est cette capacité à faire, je dirais, la liaison finalement entre le numérique et d'autres secteurs, je dirais, installés en matière, d'activité industrielle, secteur traditionnel. Enfin, le terme n'est pas très heureux, mais que ce soit le maritime, l'agriculture, l'agroalimentaire, la santé, le tourisme. Et donc, en fait, les particularités du dossier, c'est d'avoir insisté sur ces trois zones et de mettre en avant les enjeux de la digitalisation de l'économie, y compris dans des secteurs qui aujourd'hui ne sont que partiellement, je dirais, encore imprégnés de ce numérique. C'est vrai qu'il y a encore tout à faire. Il y a à la fois les entreprises qui sont productrices de techno et de solutions numériques, et il y a les entreprises qui seront utilisatrices de ces technos. Alors, je vais passer à Karim Essemiani, qui lui représente bien la solidarité qui existe en Bretagne entre les Bretons et qui est en train de lancer son projet de plateforme de crowdfunding. Donc, en quoi consiste cette plateforme? Tout à fait. Merci Sylvie. Gwenet veut dire petit sou en breton. L'idée du crowdfunding, pour ceux qui connaissent, c'est de pouvoir financer tout type de projet.
Donc c'est une plateforme de financement participatif dédiée exclusivement au financement de projets bretons, qui va permettre aussi, et c'est une première en France, de financer toute typologie de projets au travers de dons, au travers de prêts et au travers de financement par le capital. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez le financement participatif, vous allez trouver des gens spécialisés en dons, la donation avec ou sans contrepartie, des gens qui financent via le prêt, comme une banque, ou les capitaux, comme font les sociétés de capital risque et les business angels. D'ailleurs, je salue mes amis d'Armor Angel dans la salle. Mais aussi, cette approche est assez différente, je vous disais, dans l'écosystème, puisque derrière, elle se cristallise, elle se focalise exclusivement sur les territoires bretons. Et si vous me posez la question pourquoi est-ce que c'est le territoire breton, je rebondirai un peu sur ton commentaire. Moi aussi, je ne suis pas breton, mais je suis un vrai néo-breton. Il paraît que les néo-bretons sont la ligne dure, c'est ceux qui défendent la Bretagne avec bec et ongles. Ma femme est finistérienne, mon fils s'appelle Yoann, pour ceux qui parlent breton, c'est Yves, le saint patron. Et moi, ma problématique en étant pendant 3 années chez Bretagne Commerce International, j'ai vu énormément d'entreprises en digital ne pas pouvoir se développer. J'ai passé une partie de ma vie à l'international, ne pas se développer parce qu'elles avaient raté cette petite marche où il fallait très vite déployer à l'international pour gagner en légitimité les premiers clients. À cause de financement, ça s'est fait juste un peu trop tard. D'autres entreprises au niveau international ont pu lever des fonds très importants. Et c'était vraiment le timing par rapport au marché qui avait tué toute opportunité de croissance. Et ça, quand vous voyez 1, 2, 3, 4 fois, c'est extrêmement frustrant. Et donc mon constat était de dire, dans 20 ans, est-ce que mon Yves, le mien, le petit, dans 20 ans, est-ce qu'il sera en Bretagne, travailler dans une ETI, dans des entreprises comme les vôtres qui exploseront et qui pourront recruter, ou est-ce qu'on va se limiter à recevoir nos enfants, nos petits-enfants en vacances? Un constat qui est comme un très dur, en se disant, finalement, si on peut se mobiliser, c'est nous tous, mais nous tous, c'est qui? C'est en fonction de nos moyens. Et Gwenet, vous pouvez prêter à une entreprise à partir de 20 €, donner à partir de 5 € et investir à partir de 100 €. Donc l'idée, c'est de la désacralisation. C'est pas aller en compétition contre les acteurs de la finance, mais au contraire, un vrai effet de levier. C'est monsieur et madame tout le monde qui s'impliquent dans son territoire pour accompagner des entreprises pour, qu'elles puissent réussir, et de pérenniser des opportunités d'emploi pour les enfants. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment tout un chacun. Nous, par exemple, dans la salle, ici, il y a sûrement des contributeurs potentiels qui souhaiteront participer à cette aide au développement des entreprises. Alors, Gwenet s'adresse plutôt, la typologie des entreprises, c'est plutôt les startups, parce qu'il y a d'autres plateformes qui sont en train de se lancer. On a vu aujourd'hui dans Telegram donc, des choses liées justement au Telegram qui sont en train, il y a Arkea, qui sont en train de se créer. Là, on est plus dans la typologie d'aider des startups. Au jour d'aujourd'hui, c'est financement tout type de projet avec un focus particulier sur les entreprises économiques, on crée de la richesse et de l'emploi. Le cas des startups et le digital, c'est extrêmement important. Moi, j'étais responsable commercial, c'est-à-dire quand je me lève le matin, je cherche toujours à vendre quelque chose, un produit ou un service. Donc une startup a besoin d'argent, mais pourquoi? Pour développer une solution, pour aller la vendre, une solution, que ce soit un service ou un produit. Donc l'idée du crowdfunding ou financer des projets bretons par des bretons, c'est gagner en légitimité, en visibilité, pouvoir communiquer plus rapidement, aller toucher via des canaux différents des clients, des décideurs, des influenceurs, pour aller promouvoir sa solution. Et c'est là où c'est intéressant. On n'est pas en train de dire financer tout par le crowdfunding, mais donner l'opportunité à ces entreprises bretonnes d'être suffisamment visibles pour vendre encore plus, voire même d'attirer des talents. Au jour d'aujourd'hui, on voit des startups qui vont faire du crowdfunding et qui attirent des directeurs commerciaux, qui attirent des directeurs techniques qui n'avaient pas vu ces entreprises et qui, derrière, sont intéressés par l'histoire des hommes et des femmes qui constituent ces entreprises. Il n'y a pas que le produit. Et c'est là où c'est intéressant. Tout à fait intéressant. Et je pense que les entreprises, certaines entreprises de la Technopole là, pourront être intéressées. Les projets qui pourront être aidés seront visibles en ligne, je crois, sur le site Gwenet. Tout à fait, c'est gwenet.bzh et ça sera visible d'ici quelques temps. D'ici quelques temps, c'est-à-dire, il y a une date? Oui, il y a une date, mais on va laisser le suspense. Je vous invite à aller sur le site, vous inscrire et vous serez prévenu très rapidement. Dans moins de 2 semaines, le site sera opérationnel. D'accord, on s'inscrit maintenant et après, donc, on peut soit se proposer comme start-up susceptible d'être aidé, soit comme contributeur potentiel, donc on peut investir à partir de 5 €. Tout à fait. Bon, écoutez, rendez-vous dans 2 semaines pour cet investissement. Et je vais terminer la table ronde avec vos différentes dates aussi. Alors, je crois que pour le projet Passion, les prochaines dates, c'est bientôt. C'est bientôt. 2 semaines. C'est avant dans 2 semaines. C'est le 1er juin avec le lancement opérationnel donc de la saison 1 avec les 3 premières entreprises qui ont été sélectionnées et qui vont être donc accélérées dans Passion. Et l'emménagement rue de la Boétie, donc au village.
suivi du 9 juillet du lancement officiel du projet Passion avec la révélation, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas la communication sur le nom officiel et définitif du dispositif. On a toujours parlé du projet Passion. Voilà. Et puis en novembre 2015, ce sera déjà la saison 2 avec le recrutement et l'appel à la candidature pour 2 nouvelles entreprises de tout le territoire breton à candidater sur Passion. Et j'espère que dans un an, je pourrai à l'Assemblée Générale vous donner les premiers résultats et que ce sera un bon succès pour les entreprises qui ont déjà vécu un an de Passion. Voilà. On n'en doute pas. Et je vais terminer avec Eric Van den Broek, donc la prochaine date pour l'obtention, on l'espère, de ce label French Tech. Ça a été annoncé ces derniers jours, là, donc c'est pour mi-juin, donc précisément on ne sait pas exactement, pour cette deuxième vague de labellisation. Donc on croise les doigts et on vous invite à toujours s'en faire de même et à continuer à pousser si vous pouvez pousser quelque part, parce que tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Hein, donc, on espère, parce que les retombées... On y a tous intérêt au niveau territorial de donner une visibilité et de ne pas rentrer dans l'ombre d'autres territoires, peut-être plus clinquants ou bling-bling, mais qui ne sont nettement pas meilleurs que nous pour développer des startups du numérique. Très bien, on va suivre tout ça. Et donc, merci à tous. En conclusion, on a bien vu votre mobilisation à tous pour développer ici les technos, les talents, les emplois dans le numérique, sur la Technopole Anticipar et en Bretagne.